Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Il s'agit de faire la correction des sujets numéro 2 et 3 qui figurent sur le site internet. Les corrections des sujets suivants viendront, ne vous en faites pas. Je prendrai le temps de les réaliser. Vous aurez remarqué que s'agissant des sujets numéro 2 et sujet numéro 3, qu'il s'agit de questions très brèves qui concrètement ne reflètent pas du tout un examen qui pourrait être réalisé dans le cadre d'un examen de l'université ou du CRFPA. Ce sont vraiment de petits sujets sur des questions bien précises qui ont vocation à vous mettre un peu dans le bain et à vous faire réviser un petit peu les notions de manière assez simplifiée. Pour être tout à fait transparent avec vous, il s'agissait de sujets que j'avais donnés à l'université pour une petite interrogation écrite pour le contrôle continu. Les étudiants avaient eu 1 heure pour réaliser ça avec 2 questions de cours en plus. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous faire la correction groupée de ces 2 sujets en vous donnant les grilles de lecture, les éléments à ne pas oublier et évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser directement sous la vidéo ou éventuellement à me contacter par mail si vous avez besoin. Alors, sur la feuille de sujet du site internet, je vais commencer par le cas numéro 1, qui est en fait le sujet numéro 2, celui consacré à Jeff Tuch. Donc, vous avez vu dans le rappel des faits que cette personne est président d'une association de supporters du club de Monaco, qu'au cours d'un match, les locaux de cette association sont dégradés et un jugement intervient le 14 février 2020 avec la condamnation de l'Olympique de Marseille au paiement de la somme de 15 000 euros, sauf que dans le jugement ne figure pas le nom de l'Olympique de Marseille, mais le nom de l'Olympique lyonnais. Donc la seule chose qui change, c'est Marseille en lyonnais. Ce qui doit vous amener normalement à identifier à la lecture d'un cas pratique pareil un problème qui concerne une erreur dans la rédaction du jugement. Donc pour avoir un raisonnement complet s'agissant de ce style de difficulté que vous auriez éventuellement dans un sujet, vous devez nécessairement partir, si je prends comme repère le point de vue académique, vous devez partir du jugement. Là, si on prend la frise chronologique de procédure civile que je vous conseille systématiquement de suivre, on n'en est plus au stade de l'assignation, on n'en est plus au fait de savoir s'il y a un juge de la mise en état qui est désigné ou quoi que ce soit, on en est au jugement. Le jugement vient d'être rendu, on ne vous dit pas que la personne veut interjeter appel, on ne vous dit pas qu'elle veut obtenir la nullité de quoi que ce soit, on vous dit simplement, elle reçoit, la personne, Jeff Tuch, reçoit le jugement, il comporte une erreur puisque ce n'est pas l'Olympique de Marseille qui est condamné, mais l'Olympique lyonnais. Donc vous partez du jugement et vous devez nécessairement partir de la définition du jugement. Donc la définition du jugement, vous l'avez dans le code de procédure civile, vous devez nécessairement venir nous expliquer de quel type de jugement il s'agit, sa nature. Est-ce qu'il s'agit d'un jugement contentieux? Est-ce qu'il s'agit d'un jugement gracieux? Est-ce qu'il s'agit d'un jugement rendu en premier et dernier ressort? Bref, toutes les caractéristiques du jugement que vous pouvez donner sur la seule lecture de ce sujet qui est extrêmement bref, encore une fois. À partir du moment où vous avez identifié la nature du jugement qui est rendu, vous devez expliquer qu'il y a manifestement une erreur qui a été commise et donc vous devez vérifier s'il existe un recours, si oui lequel et comment il peut être mis en œuvre. Donc vous aurez très vite remarqué, si vous avez bien bossé le cours et si vous avez un peu l'habitude, qu'il y a une procédure spécifique pour demander ce qu'on appelle une rectification d'erreur matérielle qui serait contenue dans un jugement. Donc je ne vous fais pas l'affront de vous donner lecture détaillée de l'article, mais c'est donc l'article 462 du Code de procédure civile qui vous dit que lorsqu'un jugement contient une erreur, il est possible de saisir le juge qui avait rendu la décision pour qu'il procède à une rectification d'erreur matérielle. Petite parenthèse, ça ne mange pas de pain d'indiquer à ce moment-là que la rectification d'erreur matérielle est une exception au principe du dessaisissement du juge, puisque vous le savez, normalement, à partir du moment où le jugement est rendu, le juge qui a été saisi est automatiquement dessaisi et il ne peut plus revenir sur sa décision. D'accord? Sa décision, elle a également autorité de chose jugée. Ça, ce sont des petites choses que vous pouvez rappeler dans un sujet comme ça, évidemment. Sur un sujet plus étoffé, peut-être qu'on voudrait plus de détails sur le dessaisissement du juge et l'autorité de chose jugée attachée à la décision. Là, il n'en demeure pas moins que compte tenu du format, il suffit simplement de le mentionner, mais du coup, la rectification d'erreur matérielle,
c'est effectivement une exception au principe de dessaisissement du juge, et là il faut en parler. Vous devez ensuite nous indiquer que pour obtenir la rectification du jugement, l'article 462 le prévoit, donc il suffit presque de le recopier, et je vous invite à le faire. Il faut vraiment que le correcteur, lorsqu'il vous lit, il ait la sensation que vous connaissez par cœur le régime, alors qu'en fait vous avez quasiment fait que recopier les dispositions du code de procédure civile. Encore une fois, comme je le dis souvent, ce code est assez bien fait, et il est beaucoup mieux réalisé que le CGI ou le code de procédure pénale. Donc vous avez vu qu'il faut le faire par voie de requête. Ça peut être une requête simple ou une requête qu'on dit commune ou conjointe. Donc soit les deux parties font une requête commune pour demander au juge de rectifier l'erreur qui est inclue dans le jugement, soit c'est l'une des deux qui le fait. Lorsqu'il y a des avocats, on transmet usuellement copie de la requête pour information, pour que le confrère puisse notamment soit abonder en ce sens, soit faire valoir des observations. L'article 462 vous indique que le juge statue justement après avoir entendu les parties. Donc normalement, vous devez formuler vos observations. Si en revanche, il vous est indiqué toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, ce qui veut donc dire que parfois, et il peut y avoir des loupés, j'ai déjà vécu ça, une ordonnance du juge d'affaires familiales qui a été modifiée sans même que l'adversaire ne m'ait prévenu et sans même qu'on m'ait demandé mon avis. Vous avez aussi, dans l'article 462 alinéa 2, in fine, le fait que le juge peut se saisir d'office lui-même pour rectifier une erreur matérielle. Donc ça explique aussi que parfois, il n'y a pas de débat où on ne demande pas aux parties de formuler leurs observations. La difficulté, c'est que l'article 462 alinéa 2 et alinéa 3 ne fait pas la distinction s'il s'agit d'une erreur ou d'une omission. Quand il s'agit d'une erreur, c'est assez simple. Le magistrat peut tout à fait statuer sans entendre les observations des parties. Si pendant tous les motifs, il dit Monsieur Dupont et que dans son dispositif, il met Madame Martin, il n'y a pas de difficulté pour qu'il le solutionne lui-même. Ce n'est pas la même chose quand il s'agit d'une omission matérielle, d'une omission, parce que là, concrètement, ça peut avoir d'autres incidences. Et là, je pense qu'il est beaucoup plus rare que les observations des parties ne soient pas recueillies. En tout état de cause, l'article 462 alinéa 4 vous dit qu'il y a une décision rectificative qui est rendue et qui est mentionnée sur la minute, et cette requête elle est notifiée de la même manière que le jugement. Donc cette procédure elle est assez simple. Quel est l'intérêt de l'aborder? C'est surtout de vous rappeler que vous avez des régimes assez similaires entre l'erreur et entre la rectification d'erreurs matérielles et une requête en omission de statuer, mais ce sont des dispositifs qui peuvent ne pas être simples à la lecture d'un cas pratique, parce que parfois ça se ressemble. Ça se ressemble parfois, donc il faut être assez attentif. Donc l'idée de ce cas pratique sur la rectification d'erreurs matérielles, c'était de voir justement le régime, comment ça se passe, où ça se situe dans le code, mais c'est surtout vous donner une alerte sur tous les recours qui existent et qui sont des exceptions au principe de dessaisissement du juge. Donc là, pour la rectification d'erreurs matérielles, c'est l'article 462. Peut-être que nous ferons d'autres cas pratiques sur l'omission de statuer, etc. Si vous en êtes demandeur, on pourra le faire. En tout cas, faites attention à ce genre de petits points de détail qui ne sont pas très compliqués en règle générale, mais que si vous n'avez jamais vu, vous pouvez assez facilement passer à la trappe et perdre des points bêtement. Donc ça, c'était par rapport à ce sujet concernant Jeff Tuche, donc un sujet qui n'était pas très compliqué et qui était assez rapide à réaliser. S'agissant du sujet suivant, qui est donc sur la fiche qui figure sur le site internet, le cas numéro 2, mais qui est en fait le cas numéro 3 dans l'ordre figurant sur la page principale du site internet. Ce cas pratique numéro 3, il porte sur le Dr House qui a eu comme patient M. Ribéry. On vous indique qu'il y a eu une opération de chirurgie faciale qui a été réalisée, mais pas dans les règles de l'art. Et donc M. Ribéry a assigné le Dr House. Dans le sujet, il est précisé que c'est devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, mais pour être transparent, le sujet avait été rédigé à une époque où le tribunal judiciaire n'existait pas, et donc c'était une procédure qui était à réaliser devant le tribunal d'instance, d'où le fait qu'il n'y a pas de montant qui est indiqué. J'aurais dû vérifier un peu plus mon sujet en détail, mais donc c'est un sujet qu'il fallait faire en ayant à l'esprit qu'il s'agit d'une procédure orale devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire.
D'accord? Donc à partir de là, je vous donne la correction de cette manière-là. Bien évidemment, je ferai d'autres sujets avec le tribunal judiciaire, les chambres de proximité, le JCP, pour que vous puissiez vous entraîner avec la réforme à jour. Mais même en partant du principe qu'il s'agissait du tribunal d'instance, les règles que je vais édicter sont exactement les mêmes. Pourquoi? Parce que la difficulté porte sur l'assignation à l'époque qui devait mentionner une date d'audience. Ça va être un régime qui sera applicable normalement à partir de septembre 2020. Vous l'avez vu pour la mise en œuvre de cette réforme-là. Donc c'est quand même quelque chose que vous pouvez réviser aujourd'hui et qui vous permettra de bosser malgré tout. Donc on vous dit que l'acte a été signifié le 15 janvier 2020 mais qu'il n'y avait pas la date d'audience. Et inquiet de ne pas pouvoir exposer ses arguments, le docteur House a pris attache avec le greffe le 3 avril. On lui a indiqué que l'affaire avait été jugée le 13 février et que le délibéré était annoncé pour le 16 avril suivant. Donc concrètement, dans le cas pratique, on n'est pas encore le 16 avril. On est entre le 3 et le 16. Donc lui, il est dans une situation où le jugement va être rendu, l'audience a eu lieu, qu'est-ce que je fais entre les deux? La question étant, que pensez-vous de cette situation et que lui conseillez-vous? Là, la difficulté porte typiquement sur l'assignation en elle-même et comment je fais pour du coup obtenir gain de cause alors que l'audience est déjà passée. Donc là, un petit peu en écho avec la vidéo du sujet 9 et tout ce qui concerne l'assignation, je vais me répéter, mais il y a beaucoup de cas pratiques qui portent sur les problèmes d'assignation, donc c'est pas un problème. Là, vous avez une difficulté qui tient au fait que, certes, le Dr House, il a bien eu l'assignation, on ne vous parle pas de difficulté par rapport à la signification de l'acte. En revanche, on vous explique qu'il n'y avait pas la date d'audience, donc en gros, il ne s'est pas alarmé, donc il ne s'est pas mobilisé, il n'était pas présent à l'audience. Manifestement, il y a eu ce qu'on appelle une désorganisation des droits de la défense, puisque ça aurait pu être d'ailleurs une manœuvre faite exprès, mais le Dr House n'a pas pu comparaître. Et ça constitue une situation qui est susceptible de conduire à la nullité d'un acte. Ici, on n'a qu'un seul acte qui est dans le sujet, qui est mentionné, c'est l'assignation. Donc on va partir sur l'assignation. Toujours pareil, la procédure civile, c'est une matière à tiroir. Une fois que je sais que j'ai un problème par rapport à l'assignation, derrière, je ne vais avoir à traiter que de certains articles. À force, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Et comme il s'agit d'un acte, il y aura derrière deux catégories d'irrégularités qui sont susceptibles de conduire à la nullité de l'assignation. Vous le savez, c'est le vice de forme ou le vice de fond. Donc le raisonnement est toujours le même. Plus on en fait, plus on acquiert des mécanismes et des rapidités qui permettent de réussir son examen dans les délais et de pouvoir se relire, etc. J'y reviendrai dans une vidéo de méthodologie. Donc ici, on part de l'assignation. L'assignation, article 54 et suivant. L'article 54 vous dit que vous pouvez assigner, vous pouvez faire une demande en justice, notamment par le biais d'une assignation. L'article 55 du CPC vous donne la définition de l'assignation et l'article 56 vous donne une liste de mentions obligatoires et fait référence aux mentions prévues pour les actes d'huissier de justice. Acte d'huissier de justice, article 648 et suivant du Code de procédure civile. Et ça, c'est votre architecture. Dès lors que vous avez un problème sur l'assignation, article 54, 55, 56, 648, c'est le minimum. Après, bien sûr, vous allez aller chercher les articles qui vont s'ajouter ou pas par rapport au problème juridique qui vous est posé. Donc là, vous allez devoir rechercher quel article prévoit qu'une assignation de ce style doit mentionner la date d'audience. Une fois que vous avez identifié cet article, vous devez vérifier si il est prévu que cette mention-là le soit à peine de nullité. Concrètement, c'est le cas dans ce cas pratique. Donc vous devez citer et l'article qui prévoit la nullité, et vous devez derrière, régime du vice de forme, justifier d'un grief. Avant ça, évidemment, vous allez devoir nous indiquer qu'on n'est pas ici face à un vice de fond, mais face à un vice de forme. D'accord ? Donc une fois que vous avez dit « Ah, tel article prévoyait que la date d'audience devait être mentionnée sur l'acte », l'acte semble irrégulier. Il faut donc se poser la question de savoir de quel type d'irrégularité il s'agit pour pouvoir aborder son régime. Vous partez sur le fait de dire qu'il y a deux types d'irrégularités dans le Code de procédure civile, l'irrégularité pour vice de fond, l'irrégularité pour vice de forme. Une des manières de distinguer les deux, ça peut être de dire par exemple que comme les irrégularités pour vice de fond, c'est une liste limitative posée par l'article 117 et que l'erreur que vous avez trouvée n'en fait pas partie, ça devient un vice de forme. Sinon, vous pouvez aussi le justifier avec une jurisprudence qui collerait spécifiquement à ce genre de situation. D'accord ? Une fois que vous avez dit duquel il s'agit, en ayant défini les deux, vous allez partir du coup sur le vice de forme et vous allez nous indiquer le régime applicable, article 112 et suivant.
L'article 114 est l'article au cœur du problème, puisque c'est celui qui vous dit qu'il faut un texte. Celui-ci, vous l'avez trouvé en amont, c'est pour ça que vous vous êtes interrogé sur quel type de vice il allait falloir raisonner. Et il faut surtout un grief. Là, le grief, il est évident. Il est évident puisque comme il n'a pas eu connaissance de la date d'audience, il n'a pas pu comparaître et il n'a pas pu se défendre. Et le jugement va être rendu. Donc on sait que l'assignation va pouvoir être annulée. Sauf que dans le régime des vices de forme, on vous dit aussi que vous devez le faire in limine litis et que là, vous allez avoir du mal à le faire in limine litis dans la mesure où l'audience est déjà passée et que le juge il va statuer. Alors, entre ceux qui ont beaucoup de pratiques et ceux qui n'en ont pas, il pourrait y avoir des divergences de réponse. Certains pourraient dire, écoutez, on peut peut-être aussi écrire au tribunal et demander une réouverture des débats pour pouvoir justement faire valoir ces observations en indiquant que si je ne suis pas intervenu avant, c'est justement parce que l'assignation ne me comportait pas de date, etc. etc. Quelqu'un d'autre pourrait aussi me dire qu'en pratique, la juridiction, au moment de l'enrôlement de l'assignation, aurait vu qu'il n'y avait pas de date et donc ça n'aurait pas pu en arriver là. Il n'empêche que c'est un cas pratique, que le sujet existe et qu'on vous demande de réfléchir sur des notions. Donc vous devez aller au bout du raisonnement. Qu'est-ce que je peux faire du coup dans ma situation? La seule chose que pourra faire le docteur House pour pouvoir se prévaloir de la nullité de l'assignation, c'est d'interjeter appel s'il perd, encore une fois. Donc s'il perd et qu'il interjette appel, il pourra solliciter la nullité du jugement. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir obtenir la nullité de l'acte introductif d'instance. Par effet de domino, la nullité de l'assignation de l'acte introductif initial permettra d'obtenir la nullité du jugement. Par ce biais-là, la Cour d'appel pourra permettre au Dr House de se défendre en première instance si M. Ribéry initie de nouveau une action. D'accord? Ça lui permet de récupérer le double degré de juridiction, puisque s'il ne le faisait pas, eh bien, il ne serait jugé qu'une seule et unique fois, à savoir devant la Cour d'appel. Et après, derrière, le seul recours qu'il aurait serait éventuellement en droit devant la Cour de cassation, mais il aurait perdu le bénéfice du double degré de juridiction. Donc voilà un petit peu l'architecture du cas pratique. Soyez très vigilants sur la manière dont vous construisez vos raisonnements, puisque le syllogisme juridique est extrêmement important, pour quel que soit le correcteur, qu'il soit universitaire, magistrat ou avocat. Je m'adresse là du coup à ceux et celles qui passent le CRFPA. Vous devez arriver à séduire un maximum votre jury. L'avocat va aimer que vous alliez directement au but sans frioriture et que vous cibliez directement le problème concerné. Le magistrat va aimer qu'il y ait un maximum de détails pour lui faciliter la lecture et aussi lui faciliter la compréhension du litige, parce que vous êtes aussi là pour ça. Et l'universitaire, lui, va aimer qu'il y ait les définitions, que tout soit bien fait correctement. Enfin voilà, tout ça, on aspire tous à avoir des copies de qualité, parce qu'on veut voir qui résonne derrière cette plume. Donc la manière de rédiger les cas pratiques est très importante. N'oubliez jamais de respecter le syllogisme. On vise le texte ou la jurisprudence, on vise le problème qui se pose en l'espèce, on conclut. Tout ça, ça peut être fait de manière très simple. Encore faut-il avoir bien compris de quoi il s'agit dans l'énoncé et comment résoudre tout ça. Pour savoir comment résoudre tout ça, il faut avoir appris les notions, il faut avoir bossé avec son code, retrouver facilement les notions dans le code. Tout ça, il y a une vidéo qui est en ligne sur la méthodologie et la manière de travailler la procédure civile. Donc je vous y renvoie. Si vous avez des questions particulières, vous n'hésitez pas. Encore une fois, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, les sujets 2 et 3 étaient assez faciles. Il n'en demeure pas moins que les sujets étaient assez peu étoffés. Donc si vous n'êtes pas arrivé à ces résultats-là, ce n'est pas grave. L'important, c'est de bien comprendre les notions, de savoir les manipuler. Et après, plus vous ferez des entraînements, plus vous arriverez à comprendre où on vous amène et qu'est-ce qu'il faudra répondre. Donc je vous souhaite à tous bon courage, continuez de travailler, il n'y a que ça qui paie. À très bientôt.